Cap Radio. Bonsoir, nous sommes en direct. Bienvenue à une nouvelle émission de Cap Bio. Nous parlerons bien sûr, et comme à l'accoutumée, de médecine alternative, médecine douce pour certains, ou encore médecine naturelle pour d'autres, mais plus précisément d'homéopathie ou de naturopathie, de médecine holistique. Nous aurons le plaisir d'accueillir une fois encore le professeur Jack Stockley. Cette émission est en direct et interactive. Si vous souhaitez intervenir ou poser des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors, ce soir, le sujet de référence de cette émission sera le RGO ou le reflux gastro-œsophagien, une pathologie dont souffrent énormément de gens. Qu'est-ce qui provoque un reflux gastrique? Quels en sont les symptômes? Y a-t-il des aliments qui favorisent le reflux gastrique et d'autres qui le calment? Comment diagnostiquer un reflux gastrique? Et surtout, comment soigner le reflux gastrique? Bonsoir, cher professeur. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, vaste. Que vous allez bien. Nous espérons aussi que vous allez très bien. Vaste chantier, n'est-ce pas, avec le RGO ou le reflux gastro-œsophagien? Voilà. En fait, c'est un vaste chantier parce que, en réalité, on a plus de 40% de la population qui en souffre. 40%. Beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est. Ils ont des douleurs à l'estomac, ils ont des régurgitations et consultent souvent pour ce genre de pathologie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement ce RGO, qu'on appelle donc en abréviation RGO pour reflux gastro-œsophagien, comme vous l'avez dit? Eh bien, on va déjà avoir des douleurs à l'estomac, dans le creux de l'estomac, dans l'épigaste. Il y a toujours une douleur avant. Il y a toujours une douleur. D'accord. Alors, attention, de la régurgitation, donc du RGO, en fait, on en fait tous. Mais on est armé pour pouvoir ne pas le ressentir. Parce qu'en fait, c'est un très petit RGO qui arrive en général après le repas, mais qui est physiologique, donc qui n'a pas une importance sur la santé. Ce dont on veut parler ce soir, c'est vraiment les cas où ça devient pathologique, où on a vraiment des douleurs la journée, qui arrivent souvent après un repas, 1h30 ou 2 heures après un repas, et qui arrivent aussi la nuit. Alors, on a souvent cette douleur dans l'épigaste, donc juste en dessous du sternum, où se situe le creux de l'estomac. D'accord. Et ensuite, ça va remonter le long de l'œsophage et ça va arriver dans la gorge et même jusque dans la bouche. Alors, vous pouvez avoir une remontée acide uniquement à la sensation de la brûlure, ou alors vous pouvez avoir une régurgitation qui sera un peu d'acide de l'estomac et un peu d'aliments. Donc là, on est vraiment dans le cas d'une RGO vraiment très pathologique. Très forte. D'accord. Voilà. Et à la longue, ce reflux va pouvoir créer des pathologies gastriques, mais aussi éventuellement des ulcères. On sait maintenant que en fait, l'ulcère de l'estomac n'est pas forcément déclaré chez les gens qui font un reflux. Ça peut venir d'autres pathologies, par exemple comme l'Helicobacter pylori, que tout le monde connaît plus ou moins actuellement, qui est en fait une des rares bactéries capables de vivre dans l'acidité de l'estomac. C'est pourquoi cette bactérie est si difficile à éliminer, puisqu'elle vit dans le milieu acide, donc c'est pas évident de guérir d'un Helicobacter. D'accord. Je pense que tout le monde connaît cet Helicobacter parce qu'il se soigne très difficilement par plusieurs sortes d'antibiotiques sur une longue durée. Mais par contre, l'Helicobacter, lui, peut aussi participer au RGO. Donc, l'Helicobacter peut être responsable d'ulcères, mais peut aussi être responsable de l'hyperacidité qui remonte dans l'œsophage. Mais est-ce que ces reflux gastriques peuvent être un symptôme d'un ulcère?
Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'il y a des Alors, auditeurs sûrement qui nous écoutent et qui peut-être auront un doute oui. là-dessus. Non, pas Pas forcément. forcément. Non, non. C'est plutôt le symptôme du gastrite et d'une attaque, si vous voulez, du bas de l'œsophage. En fait, en bas de l'œsophage, avant l'estomac, on a un petit clapet qui empêche normalement les remontées acides. Donc théoriquement, ces remontées acides sont dues à une défaillance des mécanismes physiologiques anti-reflux, avec donc cette ouverture intempestive du sphincter, donc qui est ce petit clapet qui ferme et qui empêche normalement la remontée d'acidité. Mais c'est pas forcément, il ne faut pas que vos auditeurs pensent que s'ils ont des remontées acides, ils ont forcément un ulcère en préparation. Voilà, nous sommes tous armés contre donc ces reflux avec ce clapet dont vous avez cité. Donc normalement, ça devrait se passer parfaitement bien après un repas pour la plupart des gens. Mais lorsqu'on a ces reflux d'acidité, ici sont courantes, répétitifs, donc c'est un symptôme. Donc il y a quelque chose qui cloche, quoi. Voilà, alors donc on va, si les symptômes sont graves, parce qu'une petite régurgitation, un petit reflux qui est normal ne va absolument rien faire, ça va être asymptomatique. Par contre, au moment où ça devient symptomatique, au moment où on a des douleurs qui commencent vers l'estomac et qui remontent jusque dans la gorge, à ce moment-là, c'est à prendre en considération. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous faire un ulcère, mais ça peut, si on ne le soigne pas, ça peut éventuellement partir sur un ulcère et éventuellement sur des maladies plus graves. Donc, si je comprends bien, cher professeur, donc les symptômes ils sont clairs, c'est un reflux, c'est des regurgitations, des phénomènes on voit souvent chez les bébés, par exemple. Voilà, alors mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre. La régurgitation du bébé, c'est une autre pathologie, c'est souvent le tube digestif qui n'est pas encore très bien formé et qui va se résorber en général lorsque l'enfant se mettra debout sur ses deux pattes, que le tube digestif va s'étirer. Donc, l'enfant n'aura plus ces problèmes-là. Parfait. Comme ça, on évite les quiproquos et les craintes chez les mamans. Et donc, cher professeur, pour les aliments, alors lorsqu'on mange souvent, comme vous l'avez dit au début de l'émission, souvent, même si on n'a pas cette pathologie donc de reflux gastrique, mais souvent, après une prise de repas ou d'aliments, parfois on ressent donc cette acidité et ce reflux gastrique. Disons que si ça ne se répète pas assez souvent, donc c'est juste, ça pourrait être normal, une acidité qui surgit de temps en temps. Mais est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent donc ce reflux gastrique et est-ce qu'il y a d'autres aliments donc qui pourraient éventuellement le calmer? Déjà, il faudrait savoir pourquoi. Oui. C'est pas seulement l'alimentation. Pour quelles raisons, tout d'un coup, ce clapet, donc ce sphincter, tout d'un coup ne réagit plus? Ne ferme plus. Excusez-moi. Ouais. Oui, donc en fait, souvent, c'est une question de manger trop vite, de ne pas avoir le temps de mâcher et de boire éventuellement beaucoup d'eau. Et on va faire une surpression dans l'abdomen qui va être due à l'obésité ou à la grossesse ou chez les asthmatiques. Mais très souvent, c'est dû au fait que l'on mange pas forcément de mauvais aliments, mais qu'on va manger plutôt trop rapidement, trop vite, et qu'on va pouvoir faire une défaillance anatomique, comme par exemple une hernie hiatale. Et beaucoup de gens qui ont des régurgitations ont une hernie hiatale. Alors c'est quoi cette hernie hiatale? C'est une petite partie, la partie haute de l'estomac, qui glisse dans le thorax par un petit trou qui s'appelle le hiatus, et qui peut provoquer donc à ce moment-là un reflux, parce qu'au moment cette hernie, elle va avoir un spasme qui peut faire remonter ce qu'il y a dans l'estomac, donc en particulier l'acide.
Ça peut provoquer aussi, puisqu'elle rentre dans cette partie du thorax où on n'a pas grande place, il y a les poumons et il y a le cœur. Donc très souvent, des gens vont faire une arythmie à cause de ce problème d'hernie hiatale. Mais donc on va avoir donc de l'arythmie, on va avoir des risques d'acidité qui remontent. Donc c'est très important. Pardon de vous interrompre, cher professeur, pour l'arythmie. C'est un changement dans la cadence du battement du cœur, c'est ça? Voilà. Alors, une arythmie cardiaque, ça peut être, en général, ça va être une tachycardie qui va augmenter les battements cardiaques ponctuellement. Donc, ça peut être autre chose. Ça ne veut pas dire que toute arythmie a comme source, comme identité la RGO. D'accord. Mais ça peut, parce que dans ce petit endroit du thorax où les poumons prennent toute la place et le cœur aussi, si une partie de l'estomac vient gêner, eh bien, il peut y avoir un petit glissement sur la pointe du cœur qui pourrait déclencher éventuellement une arythmie. Mais on a d'autres situations qui vont augmenter le RGO et qui vont le favoriser. Ça sera certains médicaments, la consommation d'alcool ou de tabac, et puis le fait de ne pas mâcher. Et là, c'est très très important d'avoir une vision. Qu'est-ce que c'est que la mastication? On dit aux gens, vous devriez mâcher au moins 20 fois avant d'avaler ce que vous avez dans la bouche. Mais en général, les gens, ils mâchent 2 fois et ils avalent. C'est sûr. Et pourquoi cette mastication est importante? Parce que la mastication va faire en sorte que vous allez produire de la salive. Et la salive, elle va produire du bicarbonate, donc des éléments alcalins. D'accord. Et ces éléments alcalins vont donc faire en sorte que ça va combattre un peu l'acidité. D'accord. Et donc, si vous ne mâchez pas, si les aliments sont envoyés quasiment tout crus dans l'estomac, eh bien, on aura des problèmes liés à l'acidification. On dit souvent aussi que la digestion, elle commence dans l'œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous regardez un aliment, vous arrivez à table, vous avez envie de cet aliment, vous avez déjà l'eau à la bouche. Donc la vue va déclencher par le cerveau un processus on va saliver et donc on va créer des enzymes et on va créer des enzymes souvent alcalins et qui va, lorsqu'on va mâcher et justement imbiber la nourriture de cette salive, on va faire en sorte d'avoir une alimentation qui va être plus alcaline que acidifiante. Et ça, c'est important de bien le comprendre. C'est formidable comme notre corps est tellement préparé, parfaitement préparé pour aborder ce rituel qui devrait normalement être sacré. Et vous nous l'avez souvent répété et rappelé. Le fait de manger doit être un rituel qu'on doit aborder avec respect. Il faut bien savourer, mastiquer. Et comme vous l'avez si bien dit, on a aussi un proverbe en arabe qui dit on mange avec les yeux. Alors lorsqu'on regarde un plat savoureux, on commence déjà à saliver. Et comme vous nous l'avez rappelé, donc, cette salive prépare la digestion, favorise donc une bonne digestion. Voilà, ça va favoriser déjà le fait que lorsque ça va arriver dans l'estomac, la digestion en fait ne se fait pas dans l'estomac, c'est une préparation. Donc l'aliment va être préparé d'abord dans la bouche en l'imbibant de certains enzymes. Ensuite, il va continuer sa préparation dans l'estomac et après quoi le pylore va s'ouvrir et la digestion va commencer dans l'intestin grêle, et puis dans le reste de l'intestin. Donc c'est important de bien préparer justement cette alimentation de façon à ne pas avoir des problèmes. Parce que si vous mangez vite et sans mâcher, le réflexe de la faim n'aura pas le temps d'intervenir. Donc, en général, vous allez sortir de table en ayant trop mangé. Et je crois que
dans la religion musulmane, le prophète disait déjà Oui. de sortir de table en ayant quand même un peu faim. C'est sûr. Et, Ouais, et ça, je confirme. pense que c'est important d'avoir toujours un petit peu faim parce que ça laisse au réflexe de la faim le temps d'intervenir et non pas de sortir tout d'un coup de table en ayant trop mangé et qui va justement créer ces surpressions dans l'estomac qui vont faire qu'il y aura un reflux gastro-œsophagien. C'est sûr, Donc, surtout avec les fast-foods qui prolifèrent, et la plupart des gens, pour ne pas dire beaucoup de gens, donc ils prennent le repas dehors, et donc c'est les fast-foods, et on est obligé de manger un petit peu rapidement, et je peux vous assurer, je crois que tous les auditeurs peuvent le confirmer, donc lorsqu'on mange vite, on se sent un petit peu lourd, on souffre de gaz, et je crois que ce n'est pas la meilleure façon d'aborder le fait de manger. Et donc, comme nous le rappelle notre professeur, il faut bien mastiquer et manger doucement. J'aime bien le mot que vous avez employé lors de notre dernière émission, savourer. Je crois qu'on voilà. perd cette notion, cette culture de savourer, l'aimer, et de bien mastiquer, ce qui est c'est pour le bien de notre organisme, en fait. Voilà, c'est absolument. Il faut savourer, mais aussi prendre le repas comme un moment de détente et que ce soit convivial. Il vaut mieux sauter un repas. Manger, par exemple, si les gens me disent « je n'ai pas le temps de manger à midi, je prends vite un sandwich ou une pizza vite fait, que j'ai même pas le temps de mâcher comme il faut », moi je leur dis « il vaut mieux prendre une poignée d'amandes, une poignée de noix, quelques fruits secs, raisins, pruneaux, abricots, et manger que ça, tranquillement. En 10 minutes, vous avez le temps de le mâcher. Que d'aller dans un fast-food, manger rapidement. Bien souvent, on est debout et on parle encore d'affaires, il y a le téléphone qui sonne. On ne prête aucune attention à notre alimentation. Je pense qu'il est vraiment important de retrouver un rythme naturel de s'alimenter autour d'une table. Et c'est une des raisons que je dis souvent, pour quelles raisons maintenant nous avons des familles où tout le monde travaille. Si on n'a plus la maman qui attend les enfants à midi et son mari, Oui. qui a préparé un repas, on s'assied autour de la table, on discute de choses sympathiques, on a un moment de détente. Non, là, chacun mange de son côté rapidement. Et ça, c'est un problème très important sur la régurgitation, sur le reflux gastro-œsophagien et sur la bonne digestion, qui va aussi être importante pour le microbiote, dont on parlera certainement dans une autre émission. D'accord. Donc, Alors, il faudrait peut-être récapituler parce qu'on a donné beaucoup d'informations là-dessus. Donc, pour nos chers auditeurs qui viennent de nous rejoindre, je rappelle qu'on est en direct dans l'émission Cap Bio avec le professeur Jack Stockley. Cette émission est en direct et interactive. Si vous souhaitez intervenir ou poser des questions, vous pouvez donc nous appeler au 05 39 33 33 33. Je répète, 05 39 33 33 33. Donc, on a réservé donc une bonne partie de cette émission à parler de RGO, donc ce fameux reflux gastro-œsophagien dont souffrent énormément de gens. Il n'y a qu'à regarder la télévision, il y a beaucoup de publicités, professeurs, où on montre des gens donc après un repas qui souffrent donc de ces reflux gastro-œsophagiens. C'est d'autres cultures d'appréhender les repas. La plupart des gens prennent le repas très vite. Ils ne mastiquent pas assez, ils ne se préparent pas à ces repas. Puisqu'ils ne mastiquent pas assez, donc ne salivent pas assez, et ils mettent leur estomac en difficulté. Il faudrait, comme a dit le professeur, revenir un petit peu à la génération des années 70, surtout ici au Maroc, où on se mettait autour d'une table, en famille, où on discutait, on riait, et où, comme le souligne le professeur, on appréhendait donc ce rituel avec joie. Il ne faut pas oublier, en fait,
que l'organisme est très bien fait. Nous avons au bas de l'œsophage, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit clapet, un sphincter qui se ferme. Mais il peut tout à fait y avoir une petite remontée rapide de 1-2 secondes ou 3 secondes. Mais par contre, le bas de l'œsophage, lui, va avoir une protection, une petite couche protectrice qu'on appelle une couche de mucus, une couette de mucus. Donc, cette couette muqueuse, qui est un joli nom pour définir cette protection, c'est une petite couette faite de mucus qui va empêcher justement que l'acide chlorhydrique que nous avons dans l'estomac et qui est très importante d'avoir, puisque c'est cet acide qui va gérer la digestion des graisses et des viandes. Donc, il est important d'avoir une protection. Et donc, on a cette protection avec cette petite couette muqueuse, mais qui, à un moment donné, à force d'avoir des pressions et d'avoir de l'acide qui remonte, et bien, petit à petit, cette couette va s'abîmer. D'accord. Si vous le permettez, cher professeur, on va prendre un appel d'un auditeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Merci beaucoup. C'est la première fois que je vous appelle. Je trouve que votre sujet est très important et je veux intervenir si vous voulez bien. Mais bien sûr, vous êtes le bienvenu. Si vous pouvez me rappeler votre nom et la ville dont vous appelez. Alors, avant, si vous pouvez me rappeler votre nom. Votre nom, s'il vous plaît. De ma poitrine, au niveau de ma poitrine gauche. D'accord. Et là, je viens de comprendre que le problème, c'est de mâcher. Et je pense que moi aussi, j'ai ce problème-là. Je ne mâche pas beaucoup et je mange trop vite, même trop vite. Vous n'êtes pas le seul. Et ça fait presque maintenant 6 mois que j'ai vraiment des douleurs qui ne s'arrêtent pas. J'ai pris des médicaments de stress, j'ai pris du magnésium. Tout ça n'a rien fait, ça n'a rien. Et je trouve que, maintenant je viens de comprendre que peut-être que c'est le problème que j'ai, c'est de mâcher. Et ma question est, est-ce que le fait de ne pas mâcher il a un impact sur le rythme cardiaque ou plutôt bien des douleurs au niveau du côté gauche de la poitrine? D'accord, parfait. Et si vous pouvez, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Oui, un petit peu. Oui. Par contre, j'ai très très mal entendu les questions du monsieur. Moi, j'ai bien retenu la question. Je vous la répéterai, cher professeur. Je voulais juste connaître le nom de l'auditeur. C'est Nabil de Meknes. Nabil de Meknes. Nabil, si vous permettez, je voudrais vous poser des questions. Comme ça, les auditeurs peuvent bénéficier donc des informations que nous donnera le professeur ultérieurement. Donc, vous mangez la plupart du temps dehors ou chez vous? Je travaille, j'ai une heure de pause, ça veut dire que je mange dehors le jour. D'accord. Mais le petit déjeuner et le dîner, je le mange chez moi. D'accord. Et à chaque fois que vous allez manger, bien sûr, vous avez ou la télé ou le portable, et vous mangez très vite, c'est ça? Oui. D'accord. Exactement. Parfait. Et vous êtes même connu dans la famille que celui qui termine le plus vite, c'est moi. D'accord. Et vous avez souligné que vous aviez une douleur, une sorte de douleur dans la poitrine? C'était ça votre question? Des fois, j'ai le cœur. Je pense que c'est pas le cœur. C'est un changement de cadence. C'est un rein qui va. Le rythme cardiaque, il est un peu élevé. Mais quand je fais le truc pour mesurer mon rythme cardiaque, les docteurs me disent que c'est normal et c'est bien. Et les douleurs que j'ai, c'est des douleurs vraiment, c'est comme comme vous avez, comme si quelqu'un vous poignarde d'un couteau comme ça ou bien. D'accord. Et c'est à chaque fois, après chaque repas ou juste après le...
Ça fait presque 6 mois maintenant. J'ai été hospitalisé 5 fois dans les urgences, à l'Arrache et à Casablanca. D'accord. Et il y a un docteur qui m'a dit que j'ai un problème de gaz. Ah, d'accord. Et j'ai pris les carbons, les trucs, les pilules noires Oui, carbone, pour ça. oui. Mhm. Mais non, je sais pas. Parce que j'étais en arrêt de travail et peut-être que c'est le stress d'arrêter de travailler pendant la période de confinement et tout ça. Bon. Nabil, Oui, monsieur. vous ressentez ces symptômes à chaque fois que vous mangez? Ça veut dire après le petit déjeuner, après le déjeuner, après le dîner, ou est-ce qu'il y a des... Oui, j'ai des maux de l'estomac et après 30 minutes comme ça, j'ai des douleurs. D'accord. À chaque fois, donc. Parfait, parfait. C'est exactement le sujet de notre émission. Merci, Nabil. Merci beaucoup. Merci à vous pour le sujet. Merci, merci. Professeur, est-ce que vous avez bien entendu ce que... Non, j'ai pas très bien entendu. J'ai compris qu'il y avait des douleurs cardiaques, si je ne me trompe pas. D'accord. Je vous répète exactement très ce qu'il voilà. a dit. Alors, Nabil souffre énormément depuis plusieurs mois. Il souffre donc de RGO, exactement, de reflux gastrique. Ça lui fait très mal. Il a, ce dont vous avez parlé à l'instant, il a de l'arythmie, je crois que c'est le nom. Il a un petit problème, donc, à chaque fois après avoir mangé, donc ses reflux, et puis une petite douleur au cœur. Enfin, il précise pas exactement. Il a été chez le médecin. Il retrouve après son rythme normal cardiaque, mais après manger, il y a toujours un petit changement et donc une pression thoracique, disons. Il a été hospitalisé même plusieurs fois et ça lui arrive à chaque fois qu'il mange. On lui a diagnostiqué des gaz et mais il a avoué qu'il mange très très vite. Il ne mastique pas assez et à chaque fois qu'il mange, il y a toujours une télé ou un portable devant lui et donc il ne prête pas attention à ce qu'il mange. Donc je crois que c'est aussi impactant sur son sujet, à son sujet. Oui, alors, d'accord, j'ai bien compris. Alors le problème d'abord, il faut toujours éliminer d'autres pathologies que celle du RGO. Donc, lorsqu'on a éliminé un problème cardiaque ou un problème pulmonaire, parce que le RGO peut déclencher des douleurs qui sont approximativement les mêmes que des douleurs cardiovasculaires. Ça peut aussi être un changement de la voix, une voix irritée et de la toux. Donc, d'abord, il faut faire une investigation au niveau cardiaque et pulmonaire pour éliminer ça. Alors, ça a l'air que ce monsieur a déjà fait cette investigation puisqu'il a été en milieu hospitalier. Oui. Donc, s'il est clair que s'il a des palpitations et qui n'ont pas été retenues par le cardiologue comme étant une pathologie, oui. Donc on peut supposer que le monsieur a premièrement certainement une hernie hiatale qui fait que justement une partie de l'estomac remonte dans l'hiatus et vient titiller le bas du cœur et donc peut déclencher des problèmes d'arythmie. Ça, c'est la première chose. Les douleurs qu'il a, qui peuvent souvent être aussi identiques à des douleurs cardiaques, si elles ont été éliminées, on peut donc penser qu'il est dans un RGO. Alors maintenant, il est clair que s'il mange vite, s'il ne prend pas le temps de mâcher, eh bien, premièrement, il va augmenter la pression dans l'estomac, qui va faire en sorte que le petit sphincter ne pourra pas bien fermer, qui va s'entrouvrir et qu'il va y avoir un reflux et une régurgitation. Donc la première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux ne pas manger à midi, mais manger plutôt des noix, des noisettes, des amandes ou des fruits secs, tranquillement, que d'aller manger rapidement, sans mâcher, un fast-food ou un sandwich. Donc je pense que si ce monsieur commence à prendre en considération que manger, c'est pas vite envoyer quelque chose dans l'estomac pour ne plus avoir faim, mais bien au contraire, préparer son alimentation lentement, de façon à ce que toutes les briques nécessaires à la construction
de ce que l'organisme aura pour construire de nouvelles cellules ou autres, que toutes ces substances que nous allons manger puissent être transformées correctement ensuite par l'organisme. Mais si on a avalé tout rond, eh bien, ça va passer dans la digestion, ça sera mal digéré, et donc on n'aura pas retenu toutes les substances importantes pour pouvoir être en bonne santé. D'accord. Cher professeur, est-ce qu'il y a une corrélation entre les gaz et le RGO? Parce que Nabil, il a parlé aussi de gaz. Oui, bien entendu. Si vous mangez, par exemple, imaginons que vous avez pris rapidement de la nourriture et qu'en plus vous avez pris une limonade par-dessus et puis vite fait encore une orange ou un fruit. Tous ces aliments dans l'estomac qui n'auront pas été mâchés ne pourront pas être préparés judicieusement. Donc il va se faire une espèce de concentration de gaz, d'alcool qui va se former avec les fruits. Il va y avoir donc une sorte de fermentation qui va faire qu'on va avoir des gaz dans l'estomac et ensuite on aura des gaz dans l'intestin. Donc il est clair que tous les gaz qu'on peut avoir, c'est ou une mauvaise association d'aliments ou le fait de manger beaucoup trop vite et avec des aliments différents comme les fruits en dessert qu'on ne devrait jamais prendre. D'accord, d'accord. Et c'est cette mauvaise habitude alimentaire qu'on a de mélanger beaucoup de choses, de boire un peu n'importe quoi, des sodas ou autres, qui va faire que dans l'estomac, les sucs nécessaires, les sucs gastriques nécessaires pour une bonne digestion vont être dilués et ne pourront plus accomplir leur tâche essentielle pour que la digestion se fasse bien. Et donc là, vous allez avoir des gaz, vous allez avoir du reflux, des douleurs. Et si vous le faites en plus le soir, ça va être encore pire parce que le soir, vous allez vous coucher et donc vous allez augmenter le problème du reflux en étant couché. Et donc, ça va passer beaucoup plus facilement. Et il ne faut pas oublier que le soir, on va avoir beaucoup moins de salive, de production de salive. Et comme dans la salive, je vous l'ai dit tout à l'heure, la salive, en mâchant comme il faut et en donnant beaucoup de salive, on va faire fabriquer du bicarbonate, lequel bicarbonate est alcalin. Donc, le soir, on en fabrique moins. Physiologiquement, c'est comme ça. Donc, il faudrait que le soir, on mange beaucoup moins de choses difficiles à digérer et qui soient acides. Donc, le soir, petit repas, léger, facilement digestible et surtout pas acidifiant. D'accord. Professeur, il y a une question qui s'impose. Donc, on a pris l'habitude de prendre un fruit après avoir mangé. C'est archi connu ici au Maroc. À chaque fois qu'on déjeune, on prend toujours un fruit comme dessert. Quand est-ce qu'il faut prendre ce fruit? Si j'ai bien compris, parfois, les fruits peuvent être sujets donc, et nous causer des lourdeurs ou des gaz. Quand est-ce qu'il faut prendre ce fruit? Parce que, si j'ai bien compris, si je retiens ce que vous m'aviez dit durant l'autre émission, la digestion, le rythme de digestion n'est pas le même pour certains aliments. Voilà. Alors, donc, en fait, lorsque vous mangez des graisses, de la viande, et que vous terminez, il y aura eu des légumes aussi, et que vous terminez sur un fruit, tous ces aliments-là auront un temps de passage dans l'estomac bien spécifique. Donc, le fruit, lui, va passer dans l'estomac à les 15-20 minutes maximum. Et ensuite, le pylore s'ouvre et il s'en va dans la digestion de l'intestin. Mais si vous avez mélangé votre fruit, qui normalement va rester que 20 minutes dans l'estomac, si vous l'avez mélangé avec de la viande, avec du fromage, avec des pâtes, etc., donc des aliments qui vont rester peut-être 1h30, voire 2 heures dans l'estomac, eh bien, le fruit, lui, ne pourra pas partir. Le pylore, il ne va pas s'ouvrir juste pour le fruit en disant « toi, tu peux sortir, tu es prêt ». Non, le pylore, il reste fermé jusqu'à temps que l'ensemble de la digestion, de la préparation du bol alimentaire qui est dans l'estomac soit prêt à passer dans la digestion.
Et à ce moment-là, le fruit ne pouvant pas sortir, il va commencer à faire de l'alcool, il va commencer à faire des gaz, à perturber l'ensemble de la digestion, mais aussi à perdre tout l'intérêt de vitamines du fruit. C'est pour ça que normalement, le fruit, on va le prendre 1 heure avant de manger ou 2 heures après le repas. 1 heure avant de manger ou 2 heures après le repas. Voilà. De cette façon-là, 2 heures après le repas, l'estomac est vide. Donc, le fruit va pouvoir arriver et rester juste le temps qu'il faut pour qu'il soit prêt à aller se faire digérer ensuite dans l'intestin grêle. Parfait, parfait. Donc, on a précisé tous les symptômes et tout ce qu'il y a à savoir sur le RGO ou le fameux reflux gastrique. Et pour les remèdes, cher professeur, donc à part les conseils que vous nous avez donnés, donc bien mastiquer, donc bien saliver, se préparer, se concentrer sur ces aliments, est-ce qu'il y a des médicaments à prendre pour ce genre de pathologie? Premièrement, il faut faire attention parce que souvent, il y aura des médicaments, je vais vous en parler tout de suite, mais souvent, on a plus de reflux la nuit. Donc, c'est important de faire en sorte que le soir, lorsqu'on se couche, qu'on n'ait pas un estomac trop chargé de façon à ce qu'on ne va pas amplifier justement le problème de reflux. D'accord. Alors, il faudrait manger aussi d'une façon très décontractée, détendue, sans regarder la télé ni son téléphone. Maintenant, on a des médicaments, en effet, pour enlever. Alors, il y a 2 sortes de médicaments. Il y a le médicament symptomatique, donc ce qu'on appelle les IPP en général, ou le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude aura moins de problèmes sur la digestion que les IPP. Donc, il vaudrait mieux faire en sorte de prendre les IPP que lorsque c'est vraiment une indication qui est donnée par le médecin, mais ne jamais utiliser ces IPP qu'on dit inhibiteurs de la pompe à protons. Ce sont des antiacides, mais si vous les prenez tout le temps, ces inhibiteurs de la pompe à protons, il va se passer une chose, c'est que vous allez éliminer une grande partie de l'acidité de l'estomac. D'accord. Mais cette acidité de l'estomac, elle n'est pas là par hasard. Elle est là parce qu'on en a besoin. C'est elle qui va s'occuper de la digestion des graisses et des viandes. Donc, si vous avez plus ou presque plus d'acidité parce que vous l'enlevez avec un IPP, eh bien, vous allez très mal digérer et vous allez avoir des conséquences autres qui seront plus liées directement, vous aurez plus mal, on aura enlevé le symptôme, mais on n'aura pas guéri le problème. Donc, en fait, il faudrait éviter absolument de prendre les IPP à long cours. Donc, il faudrait plutôt se poser la question, comment manger? Alors, donc, je l'ai dit, manger dans le calme, de façon à être dans la tranquillité et mâcher de façon à produire des substances alcalines, puisque la salive va vous donner des substances alcalines par le bicarbonate qu'elle va produire. Donc, en mâchant déjà là, vous allez diminuer énormément votre risque de faire un RGO. Par contre, lorsque vous terminez un repas avec du sucre, des choses sucrées, ce mauvais sucre que nous mangeons, sucre blanc, donc on prend un thé sucré, et c'est un poison. Et savez-vous, juste une parenthèse, on pourra faire une émission sur le sucre. Ah oui, on le fera, c'est sûr. On le fera à coup sûr, c'est sûr. Un petit détail. Savez-vous combien il y a de morts responsables, dont le sucre est responsable par année dans le monde? Avez-vous une idée? Ouais, je suppose que beaucoup. 35 millions de morts par année dans le monde, ce qui veut dire que chaque seconde, il y a un mort à cause du sucre. C'est encore plus Donc que le là, Covid. on a discuté presque 1 heure. Il y a 60 morts dus au sucre qui sont partis
malheureusement. Donc le sucre est un poison, mais on ne veut pas dire que c'est le sucre en général. Il y a les fruits qui sont bons, le miel, etc. Mais le sucre blanc, le sucre raffiné, c'est un tueur sournois. Il ne va pas vous tuer dans 24 heures, mais petit à petit. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Donc, évitons déjà le sucre qui est un acidifiant. Premièrement, il est acidifiant, donc il va augmenter votre RGO, puisque vous prenez de l'acide. Donc, évitez les sucres le plus possible, puisque ce sont des acidifiants. Évitez les viandes le plus possible, parce qu'elles sont acidifiantes. Donc, mangez beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, et la viande, prenez-en en petite quantité. Ça sera bien meilleur pour l'ensemble de votre digestion. D'accord. Et comme digestif, cher professeur, il y a beaucoup de gens que, donc, lors d'un dîner au restaurant ou chez soi, donc, prennent un digestif. Si vous aviez à nous conseiller un digestif naturel, quel serait donc un thé, un café? Oui, non, mais par exemple, si c'est vraiment pour digérer parce que vous avez l'impression d'avoir trop mangé, prenez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau tiède et que vous prenez après le repas. Ça sera meilleur que de prendre un IPP. D'accord. Maintenant, il est clair qu'après le repas, donc évitez toujours de boire de l'eau en mangeant. Après le repas, vous pouvez vous prendre une tisane, mais bien entendu sans sucre. Alors vous pouvez prendre soit de la verveine, soit un thé léger aussi, un thé vert léger, mais par contre, le thé aura souvent une influence, surtout la menthe. Ne prenez pas de la menthe si vous avez un RGO, parce que la menthe va augmenter l'acidité, donc prenez plutôt une tisane. Ah d'accord, ça c'est bon à savoir, parce que vous savez, cher professeur, que dans notre culture, on prend beaucoup de thé après manger. Donc voilà. Vous nous dites que la menthe, elle renforce l'acidité. Alors oui, mais ça donc, ne veut pas dire que si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas de problème de reflux, que vous ne pouvez pas prendre un thé à la menthe. Voilà, donc, c'est pour ceux qui en souffrent. Actuellement, on parle uniquement, ce que l'on dit maintenant, c'est uniquement pour les personnes qui souffrent d'un RGO. D'accord. Donc, il est clair que la personne qui est en bonne santé va pouvoir prendre son thé à la menthe avec un petit peu de sucre sans en abuser. Il vaudrait mieux essayer de trouver un compromis avec un peu de miel. Une tisane de miel est excellente pour la santé. Par contre, un thé sucré, et surtout trop sucré, ne sera pas bon parce que vous allez donc augmenter votre acidité. C'est sûr, et surtout ici au nord, à Tanger par exemple, je peux vous confirmer que si vous allez dans un café Chabi plutôt, et si vous demandez un thé, sans préciser que vous ne voulez pas qu'il soit sucré, alors on vous ramènera un thé, mais vraiment avec au moins 5 ou 6 cuillerées de sucre. Hein. Ça va être vraiment très sucré. Remarqué. J'ai remarqué ça, et c'est plutôt du sucre au thé. Voilà, c'est du sucre au thé. Voilà, c'est pas un thé avec sucre. D'accord. Oui. Et je dois vous dire qu'il y a pire encore. Si vous allez du côté, moi j'ai été appelé une fois dans un hôpital à Bouche-d'Our où on m'a reçu très gentiment avec un thé de là-bas, mais le thé il est couleur du café et il est sucré, mais c'est du caramel. Donc c'est quelque chose d'affolant. Oui, on consomme beaucoup de sucre au Maroc, c'est sûr. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que ce sucre, il va aussi détruire notre microbiote intestinal. On va en reparler du microbiote dans une autre émission aussi. Parce que le microbiote, c'est excessivement important, que ce soit pour le reflux gastro-œsophagien, mais aussi pour une bonne santé de la tête, de la dépression, etc. On en a parlé du reste la dernière fois. Mais par contre, puisqu'on parle vite fait de microbiote, il y a deux, je voudrais vous recommander 2 sources de bactéries. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le microbiote? Ce sont des bactéries qui sont là pour nous aider à mieux vivre. C'est les bonnes bactéries. Alors,
des bonnes bactéries, justement. Et donc, il y a une chose que vous pouvez manger régulièrement, c'est la pomme. La pomme est une source de bonnes bactéries qui va aider le microbiote et qui va aussi aider la régurgitation. Donc, ne vous privez pas de prendre une pomme dans l'après-midi, bien entendu, comme on l'a dit, pas en dessert, mais en dehors. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, les pommes sont traitées. Et donc, vous devez enlever une grande partie, voire un demi-centimètre en dessous de la peau, pour ne pas avoir les produits chimiques. Donc, essayez de trouver une pomme bio. Il y a une deuxième bactérie très intéressante pour les gens qui veulent perdre du poids et qui veulent avoir une bonne digestion. C'est une bactérie qui s'appelle l'Hafnia alvei. Ça s'écrit H-A-F-N-I-A et un autre mot, A-L-V-E-I. Hafnia alvei. Hafnia alvei. Alvei. Hafnia alvei, oui. Donc, ce sont des probiotiques. Ce sont des bactéries probiotiques donc, qui vont apporter à l'organisme des bonnes populations. Donc, les probiotiques, ce sont donc des bactéries, et les prébiotiques, souvent, on ne fait pas la différence entre prébiotiques et probiotiques. Le prébiotique, ce sont des aliments spécifiques pour nourrir les probiotiques. Donc, si on revient à cette Hafnia alvei, et qui est une bactérie du tractus gastro-intestinal, elle est normalement non pathogène. Elle est utilisée très souvent dans l'industrie laitière pour faire des yaourts et autres. Mais par contre, on s'est aperçu qu'en tant que complément alimentaire qu'on peut trouver dans les pharmacies ou parapharmacies, elle va réguler l'appétit et donc faire qu'on va pouvoir perdre du poids. D'accord. Et c'est sans danger, cher professeur, donc prendre ce Hafnia alvei? Absolument. C'est sans danger? Non seulement sans danger, mais très très bon pour l'organisme. Mais parfait. Et donc pour les gens qui souhaiteraient donc perdre du poids, vous leur recommandez parce qu'ils auront moins d'appétit, c'est ça? Absolument. Ils auront moins d'appétit et ça va aider à la perte du poids. Bien entendu, ça ne sera pas la bactérie idéale. Il va falloir aussi voir comment ce qu'on mange. Ah oui, bien sûr. Et suivre les conseils qu'on a donnés déjà depuis quelques émissions. Et quand on reviendra dessus, c'est sûr qu'on refera une émission pour les gens qui veulent perdre du poids ou qui veulent avoir une alimentation plus saine. C'est sûr qu'on en reparlera. On reçoit beaucoup de retours de la part des auditeurs à ce sujet. Je ne voudrais pas que l'émission se termine sans qu'on précise un petit peu cette corrélation qu'il y a entre le RGO, donc le reflux gastrique et les gaz, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de gaz, mais qui n'ont pas ce reflux gastrique. Je suis sûr et certain que parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui souffrent de gaz, mais peut-être qu'ils n'ont pas de reflux gastrique. Est-ce que cette corrélation donc, est prouvée et donc ce qu'on a recommandé pour le RGO, on peut le recommander pour les gaz, ou est-ce qu'il y a une attention particulière qu'on doit prêter donc au gaz? Oui, alors, donc justement, comme on l'a dit tout à l'heure, les gaz sont en général là lorsque on a mangé trop rapidement, qu'on n'a pas préparé le bol alimentaire d'une façon en mâchant comme il faut. Déjà là, on va risquer d'avoir des gaz. Ensuite, de mélanger les aliments comme les fruits avec des aliments qui se digèrent ou qui ont un temps de passage dans l'estomac plus lent. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une chose aussi, par exemple, une mauvaise habitude qu'on a, c'est de prendre la soupe le soir. La soupe, le soir? La soupe. Moi, je croyais que c'était l'idéal. Non, justement pas. Là, on parle de nouveau pour les gens qui ont des problèmes de RGO. D'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, la soupe, vous ne la mâchez pas. Vous la prenez et vous la balayez d'un coup. D'accord. Donc, vous n'aurez pas eu le temps de fabriquer de la salive, donc de fabriquer du bicarbonate
donc de préparer la soupe que vous mangez, qui aura quand même des substances qui devront être digérées. Elles n'auront pas été imbibées de salive, puisqu'on la prend d'un coup. Et en plus, le soir, on a moins de salive que dans la journée. Donc la nuit, la salive est moins abondante. Donc il faudrait éviter de prendre la soupe le soir, ou alors la prendre très tôt, manger de bonne heure, et non pas à 9 heures le soir. D'accord, d'accord. Eh bien voilà, on n'a pas vu le temps passer, ça a été un plaisir comme à l'accoutumée. Je vous remercie, cher professeur, au nom de tous les auditeurs. Et je vous dis au revoir, donc à lundi prochain à 6h. Si je peux faire juste une Allez-y, bien parenthèse. sûr. Oui. C'est qu'on n'a pas parlé des aliments acides. Je voulais vous faire vous raconter quels étaient les bons aliments. Et puis, mais par contre, une chose vite fait, c'est prenez les gens qui ont un RGO, n'oubliez pas de prendre des oméga 3. Donc, l'huile de colza est importante, aura une très bonne influence sur un RGO. Et puis, les aliments qui ne sont pas acides, je vous les dirai la prochaine fois, puisqu'on n'a plus le temps de le faire. D'accord. Merci encore, cher professeur. Merci, chers auditeurs. Je compte sur vous pour être à l'heure le lundi prochain, donc à 6h, si vous vous intéressez aux médecines holistiques et si vous voulez donc bénéficier de renseignements donc, pour traiter toutes les pathologies d'une façon plus saine et plus naturelle. Merci et au revoir. Cap Radio.